Comment savoir qu'on souffre d'infertilité et quelles sont les causes de cette dernière? Comment gérer émotionnellement l'infertilité? Quel est son impact sur le couple et comment vivre avec? Comment faire le deuil de la maternité et est-ce qu'on arrive vraiment à le faire? L'infertilité est-elle irréversible? C'est entre autres à ces questions que je vais répondre dans l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue dans Désaligné, le podcast qui t'invite à plonger dans des récits doux et intenses à la fois. Je suis Rim, entrepreneur enthousiaste et je suis ta guide dans cette aventure. Il suffit parfois d'écouter une histoire pour que quelque chose en nous se mette à briller. C'est ce que je souhaite à travers chaque épisode de ce podcast. En 2018, la maladie est entrée dans ma vie, m'entraînant dans une introspection profonde pour essayer de comprendre et de m'en sortir. J'ai mis 5 ans pour me libérer de mes freins, guérir de mes douleurs physiques et mentales et reprendre enfin ma place. Désaligné, c'est l'exploration de sujets liés à la santé holistique à travers les expérimentations, les défis et les thérapies qui ont jalonné mon parcours. Mon but, montrer comment transformer ces expériences en une source de force incroyable. Si tu veux sourire, peut-être verser une larme ou deux et surtout réfléchir, tu es au bon endroit. Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour ce 21e épisode de Désaligné. 21 histoires racontées et toujours autant de plaisir de vous retrouver chaque semaine. Après avoir parlé d'amour, de mariage, de mon parcours pour sortir de l'obésité ou encore de ma relation avec ma féminité, je vous retrouve aujourd'hui pour la suite des événements afin de vous parler d'un sujet qui touche un couple sur 4 en France, soit 3,3 millions de personnes. Ce sujet, c'est celui de l'infertilité. Bien qu'il soit douloureux pour moi à évoquer, je ne pouvais pas faire l'impasse dessus, vu son impact sur ma vie de femme et sur mon couple ces dernières années. Je sais aussi que ça parlera certainement à toutes les femmes touchées par l'infertilité et j'espère que ça les aidera à se sentir moins seules. C'est donc parti pour l'épisode du jour. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu et clamé haut et fort vouloir des enfants. Je ne sais pas d'où vient cet amour que j'ai pour les tout-petits, mais depuis mon jeune âge, j'ai toujours eu une facilité de communication avec les bébés ou les enfants que je rencontre. Et le lien se construit facilement. Et j'ai toujours été impatiente d'endosser le rôle de maman pour exprimer enfin cet instinct maternel qui était là depuis toujours. Je ne sais plus quel métier je voulais faire quand j'étais petite, mais je ne serais pas étonnée de dire maman quand on me posait la question. Si vous avez suivi Désaligné depuis le début, vous êtes au courant qu'à l'adolescence, je commence à souffrir de problèmes hormonaux. Très rapidement, alors qu'il était trop tôt pour en parler, le corps médical évoquait déjà ma future difficulté à avoir des enfants et ma très probable infertilité plus tard. En Tunisie, comme dans beaucoup de pays, en tant que femme, on subit très tôt l'injonction par rapport à la maternité, qui fait que le rôle de la femme est entre autres d'enfanter, sinon l'accomplissement n'est pas complet. Une fois mariée, commence alors la pression de devenir maman rapidement. Et la fertilité peut être considérée comme l'un des ingrédients d'un mariage qui dure. Pour ma part, le décor était déjà bien planté en addition à mon incapacité à construire des relations amoureuses. Les dires des médecins devenaient donc une vérité dans ma tête. Jamais je ne pourrais réaliser mon rêve de devenir maman un jour. Et aux yeux de la société, je ne pourrais jamais être considérée comme une femme complète. Comme tout souhait impossible à réaliser, cela devient une obsession qui nous range en silence. J'ai donc commencé à vivre une sorte de deuil à l'intérieur avant même que je ne sois en âge de procréer ou que les hypothèses scientifiques soient vérifiées. À 25 ans, j'apprends que je suis atteinte du syndrome des ovaires polykystiques. Comme son nom l'indique, ça consiste en la présence de plusieurs kystes dans les ovaires. Ces derniers sont des follicules qui n'ont pas pu se développer convenablement
et finissent par stagner dans les ovaires. Ça entraînait chez moi des cycles assez lents qui duraient parfois 40 à 50 jours et une absence d'ovulation. Et ces troubles finissent par provoquer une infertilité chez environ la moitié des femmes présentant un syndrome des ovaires polykystiques. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour les femmes qui ont un fort risque d'infertilité, il est possible en France de congeler les ovocytes à partir de l'âge de 29 ans jusqu'à 37 ans, afin de les utiliser quand elles veulent. À 25 ans, le gynécologue m'en parlait déjà, car selon ses pronostics, je n'allais pas en produire beaucoup dans les années à venir. 6 ans plus tard, l'endométriose arrive dans ma vie et avec elle, le deuil maternel prend de plus en plus forme, avec les lésions endométriales qui inondent tout mon utérus et toutes mes trompes. Il fallait que j'enchaîne les chirurgies pour tout nettoyer et espérer tomber enceinte en un petit laps de temps, avant que les lésions ne reviennent. Concevoir un enfant avec une telle pression, j'étais sûre que je n'allais jamais pouvoir le faire. Je me disais que je devais être réaliste et laisser tomber la maternité une fois pour toutes. J'ai quand même fini par être opérée fin novembre 2019 pour éradiquer l'endométriose, comme je l'ai raconté avec plein d'émotions dans l'épisode numéro 4. Et le lendemain de l'opération, le sujet de la grossesse revient à la surface et c'était tellement brutal. Alors qu'il était au courant de mes difficultés sur le plan physique, le gynécologue insiste pour parler grossesse. Car c'était, selon lui, mon unique fenêtre de tomber enceinte, avec un utérus propre, surtout que j'étais prioritaire pour une PMA, et que le temps continuait à jouer contre moi. Mais je n'étais pas prête, ni dans ma tête, ni dans mon corps. Mon corps avait trop subi, et je me disais que si une tentative de grossesse marcherait par je ne sais quel miracle, est-ce que ça serait juste d'accueillir un bébé avec un corps qui souffrait autant? Cette décision a été un vrai supplice à vivre à deux. Avec mon conjoint, on n'avait pas évoqué la maternité sérieusement avant cette période-là. Et là, on nous mettait trop la pression en nous expliquant combien le temps jouait contre nous. Pour lui, il était hors de question de se précipiter. Il vivait mal ma maladie et son objectif, c'était que j'aille mieux avant tout. On a donc décidé de mettre ce projet à plus tard. À cette époque-là, les naissances s'enchaînaient autour de nous et voir des couples exposer leur bonheur avec leur nouveau-né était insupportable. On évitait au maximum les réunions de famille, les anniversaires et quand on était obligé d'y aller, on mettait des masques et on souriait discrètement quand on nous demandait quand est-ce que notre tour viendra. Le sujet n'était jamais évoqué auprès de nos proches. Je subissais pour ma part une pression monstre de la part de ma famille qui s'étonnait que je ne leur annonce rien au fil des mois qui passaient. Ma belle famille, quant à elle, était beaucoup plus discrète sur le sujet. Mais mon intuition me disait toujours qu'à l'intérieur d'eux, il devait se poser beaucoup de questions. À noter que mes beaux-parents ne savaient pas du tout que je traînais autant de pathologies. Car d'une part, ça me gênait de leur dévoiler ça, et aussi parce qu'on ne voulait pas les inquiéter. Que dire de leur parler de la difficulté à avoir des enfants? L'été 2020 a été une vraie épreuve à tous les niveaux, car mon corps n'a jamais autant souffert. Tout est venu d'un coup et l'annonce de l'obésité morbide a été un véritable choc. On me parlait de mon espérance de vie qui diminuait, d'autres pathologies qui pouvaient s'ajouter à ce que j'avais déjà et surtout de mon infertilité. Et ce qui était injuste, c'est que l'obésité ne me rendait plus éligible à la PMA. Certains centres exigent un IMC égal ou inférieur à 35 ou parfois 30 pour démarrer le parcours. Car outre les problèmes liés à l'anesthésie, l'obésité pourrait altérer la qualité des ovules, augmenter le risque de fausse couche ou de complications lors de l'accouchement. Donc même si je voulais perdre du poids pour retrouver ma santé et une vie normale, ce qui me motivait le plus au fond, c'était de pouvoir réaliser mon rêve de devenir maman un jour. Et de le faire sans prendre de risques pour moi ou pour mon futur bébé. Quand j'ai démarré mon parcours de chirurgie
chirurgie cet été-là, je savais que je ne pouvais évoquer le sujet d'une éventuelle grossesse que 2 ans plus tard, le temps que mon corps se rétablisse. Ça me paraissait tellement lent, mais en même temps, je me disais que ce temps me permettrait de me reconnecter à moi-même pour être prête pour le rôle de ma vie plus tard. Les 2 ans après la chirurgie de l'obésité ont été intenses mais tellement réparateurs. Le poids que je perdais me permettait de me libérer de couches émotionnelles et mentales que je ne voulais plus traîner encore et encore. En renouant avec moi-même, j'ai longuement travaillé durant cette période sur le fait de me donner de l'amour et de la compassion pour moi-même, retrouver ma féminité, ma vie de femme et de conjointe. Je voulais prendre tout le temps nécessaire pour me retrouver moi-même avant de me préparer à la maternité. Mais tout le travail thérapeutique interne que je faisais visait cet objectif. Sur cette route, j'ai la révélation du traumatisme sexuel que j'ai subi quand j'étais enfant et que j'ai abordé dans l'épisode d'avant. C'est arrivé à un moment où j'étais heureusement armée à le dépasser, mentalement dans un premier lieu, pour le sortir de la case traumatisme. Ma psychothérapeute m'a laissé avancer dessus à mon rythme. Elle n'insistait jamais pour avoir des détails sur les souvenirs qui remontaient semaine après semaine. Je pense qu'il s'est passé 4 mois minimum entre le moment où j'ai su qu'il s'est passé quelque chose et le moment où j'ai pu mettre des mots sur mes ressentis, et c'était assez puissant comme travail. Durant cette période, grâce au Human Design, j'ai pu comprendre combien mes émotions étaient précieuses et demandaient à être traversées, alors qu'avant, je ne faisais que les enfouir à l'intérieur de moi. Et donc, elle mettait du temps à repartir, surtout quand c'était des émotions négatives. Je suis devenue plus patiente avec les vagues hautes et basses que je traversais. J'ai appris à être plus calme et modérée et je me suis positionnée rapidement dans une posture d'acceptation, de pardon et de vouloir aller de l'avant, que de vouloir ressasser les choses dans la colère, comprendre à tout prix le pourquoi en m'entêtant et ainsi de suite. D'ailleurs, vous avez certainement remarqué que j'ai fait le choix de ne pas donner plus de détails que ça sur ce qui s'est passé, car c'est pas ce qui importe. Le plus important pour moi, c'est comment la nouvelle moi a cohabité avec une telle information malgré sa brutalité, et on a fait une force pour traverser son chemin et avancer vers ses rêves de femme épanouie et alignée. À l'été 2022, le traumatisme n'en était plus un. Il est devenu un simple souvenir anodin dans ma tête, mais physiquement, mon corps était toujours au même point. J'étais encore déconnectée de mon bas-ventre. Comme je vous ai raconté dans le dernier épisode, je prends un rendez-vous avec mon gynéco pour lui partager ce que j'ai appris et lui demander ce qui était possible de faire si je voulais avoir un enfant sans pouvoir effectuer un examen gynécologique. Il prenait mon blocage comme un défi et il voulait vraiment m'aider à m'en sortir. C'est ainsi qu'il a constitué la merveilleuse équipe avec laquelle j'ai travaillé dans les mois qui ont suivi. Mais ce que je ne vous ai pas dit, c'est que ce même jour, il a réalisé une échographie qui a révélé que je n'avais quasiment plus d'activité ovarienne. Mon corps ne produisait plus assez de follicules. C'était un comble alors qu'avant, j'avais des ovaires polykystiques, ce qui voulait que des follicules, j'en produisais un peu trop. Ce jour-là, j'apprends donc qu'il n'y a vraiment plus de possibilité de grossesse naturelle ni de PMA. L'infertilité devenait bel et bien réelle. C'était la douche froide. Alors que pendant des années, le timing n'était jamais bon et d'autres pathologies prenaient le dessus. Maintenant que j'ai retrouvé ma santé, on m'annonce que j'ai raté le rendez-vous avec la maternité. Avant ce jour-là, l'infertilité était probable, mais pas certaine. Donc on vivait avec mon conjoint avec une forme d'espoir. Là, on apprenait qu'on devait faire une sorte de deuil, que cet espoir n'était pas permis, car les images de l'écho parlaient d'elles-mêmes. Je ne sais pas l'expliquer, mais à cette époque-là, je ne voulais pas me laisser abattre. Peut-être parce que j'étais prête à faire le travail physique que le gynéco me demandait et que je voulais croire aussi naïvement à un miracle. J'avais aussi encore du chemin à faire pour que mon estomac se rétablisse et je me disais que je devais continuer à mettre le focus dessus et aller jusqu'au bout du rétablissement physique de mon corps. J'ai avancé dans le travail de rééducation périnéale avec une rage au ventre indescriptible. Je me disais que même si je ne serais jamais maman un jour,
ce travail servirait au moins à ce que je renoue avec mon corps et à ce que j'ai une sexualité épanouie. Cela ne m'empêchait pas de déprimer à chaque fois qu'on rentrait d'une fête où il y avait des enfants. Je pleurais souvent en cachette, c'était vraiment dur à traverser. Et la culpabilité refaisait aussi surface. La culpabilité de ne pas pouvoir offrir la paternité à mon conjoint, surtout quand on savait que le problème venait de moi et non pas de lui. Mais ça restait quand même des moments down très passagers, à l'opposé de tout ce que je vivais de très positif à plusieurs niveaux au fur et à mesure que la rééducation périnéale avançait. Comme évoqué dans le dernier épisode, le travail a porté ses fruits au bout de 6 mois. Car au mois de mars 2023, il y a 1 an et 2 mois donc, j'étais prête à retourner chez le gynéco pour avoir un examen gynécologique complet. J'ai préféré garder le suspense en vous parlant d'un déclic survenu ce jour-là et il est donc venu le temps de lever le voile dessus. Je me souviens de cet après-midi dans les moindres détails. On est allé à 2 au rendez-vous, j'étais un peu stressée et impatiente à la fois. C'est comme si je passais un examen à l'école et je m'impatientais d'avoir une bonne note derrière. Avant de m'examiner, le gynéco me félicite de mon parcours et m'avoue que 6 mois était un délai plutôt rapide par rapport aux autres patientes qui avaient le même blocage que moi. On passe ensuite dans la pièce à côté pour faire l'échographie. La première échographie vaginale de toute ma vie. Je suis impressionnée par la taille et l'aspect de la sonde. On y va par étapes. Je prends le temps de respirer comme avec la kiné. Et tout se passe en douceur sans que je ne sente rien de gênant. On commence à regarder les images de l'échographie et à notre grande surprise, on voit apparaître des follicules à l'écran. Pas mal de follicules. Le voici donc mon miracle. Je comprends très rapidement que pour la première fois de ma vie, tous les indicateurs étaient ouverts pour envisager une grossesse. Mon mari était sous le choc. Encore une fois, on se présentait chez le gynéco pour un but précis et encore une fois, on avait une nouvelle à laquelle on ne s'attendait pas du tout, qui n'était pas du tout liée au but initial. Le rendez-vous s'enchaîne d'une manière totalement inattendue. Le gynécologue était tellement enthousiaste et insiste en nous disant que si on le voulait, on pouvait entamer un parcours PMA à partir de ce jour-là et que j'avais de bonnes chances à ce que ça marche, car mon endométriose, qui était le deuxième frein, était discrète et nous laisserait en paix pour mener à bien ce beau projet. On est sorti du cabinet sonné. On avait du mal à parler, à trouver les mots. Pendant 5 ans, chaque souffrance subie se faisait dans l'objectif d'avoir une bonne nouvelle de cette ampleur. Et maintenant qu'on l'avait, on ne savait pas comment avancer avec. Une chose est sûre, on le voulait, notre bébé miracle. Et on était plus qu'armés et prêts pour se lancer corps et âme dans un parcours PMA, malgré toutes les difficultés que ça incombe. On avait traversé tellement d'épreuves ensemble et on se disait que la PMA allait être du jeu par rapport aux hospitalisations, aux urgences et aux différentes chirurgies. J'imagine qu'à ce stade-là, vous me connaissez bien assez pour comprendre que l'épisode du jour touche à sa fin et que vous n'êtes pas prêt de rater le prochain. Car bien évidemment, je vais vous raconter tous les détails d'un parcours PMA, toujours sans filtre bien sûr. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à m'en faire part. Je serai ravie de vous lire. N'oubliez pas non plus de noter le podcast sur Spotify ou Apple Podcasts. Et il ne me reste qu'à vous dire à très bientôt!